Il y a des besoins dont personne ne peut se passer sur terre, se nourrir au quotidien. L'agriculture est donc un secteur d'activité incontournable dans la chaîne des valeurs, bien qu'au Cameroun, sa pratique demeure primaire pour ne pas dire précaire. Une réalité qui se bute au rêve de l'ordre dirigeant en place, passer à l'agriculture de seconde génération. Elle nécessite, à en croire plus d'un, d'énormes moyens logistiques et financiers. Est-ce réellement le cas sur le terrain? Nous aurons des réponses plus claires. Dans cet environnement complexe, plusieurs Camerounais continuent d'y croire et labourent sans relâche pour nourrir le peuple. Naya TV descend à la plantation pour rencontrer l'un d'eux qui a fait de l'agronomie une passion, un combat, un projet. De la pratique à la transmission, il parcourt le monde entier afin de partager son savoir-faire. Il dit à qui veut l'entendre que l'agriculture paye à condition de bien ficeler le projet. L'ingénieur agronome Évariste Kana est l'invité de Sans Tabou. Évariste Kana, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sans Tabou. Je vous en prie, merci. Vous êtes ingénieur agronome formé à la faculté d'agronomie des sciences agricoles de l'université de Tchang. Vous êtes consultant auprès des entreprises et institutions dans le domaine agricole. Très passionné, vous pratiquez également car président du conseil d'administration de la Société camerounaise de production agricole et bien sûr promoteur du cabinet international de prestations de services agricoles CIPRESA Consulting, SAL. Vous êtes enseignant, chef de famille également et grâce à votre expertise, vous parcourez le monde entier et l'Afrique dans l'investissement agricole, l'accompagnement des producteurs et bien d'autres encore. Et vous êtes l'initiateur de la journée nationale de l'arbre qui est projetée pour le 3 octobre 2026. Nous y reviendrons, mais dites-nous, Monsieur Kana, pourquoi est-ce que vous avez choisi dès l'université l'agronomie et non pas un autre secteur d'activité avec votre jeunesse? Il faut dire qu'avant de faire le choix de l'agronomie à l'université, j'avais déjà des prédispositions qui m'imposaient de devenir agriculteur ou agronome professionnel. Parce que je grandis dans un village où l'agriculture est mise devant. C'est l'activité principale de tout le monde, y compris les parents. Et donc, ayant grandi dans cet environnement-là, c'était juste de continuer directement dans ce sens, mais à devenir davantage professionnel dans le domaine. Donc, vous avez grandi dans cet environnement que vous avez épousé avec tous les canons techniques, scientifiques, modernes et bien d'autres. Que représente pour vous aujourd'hui l'agriculture au Cameroun? L'agriculture au Cameroun, c'est le premier emploi de tous les jeunes. Donc on a un peu plus de 50% ou 40% des personnes actives qui sont dans l'agriculture. Et de l'autre côté, ça représente près de 17% du PIB. Donc ça veut dire quand même que c'est quelque chose à observer avec un grand regard, malgré les contraintes qu'on a sur le terrain et malgré, on va dire globalement, les difficultés. Et il faut peut-être dire, l'agriculture camerounaise, c'est ce qu'on va appeler la mamelle nourricière d'Afrique centrale. Bien évidemment, de par le climat, l'environnement, l'écosystème. Absolument, parce qu'à partir du Cameroun, on livre tous les autres pays de la sous-région, y compris le Gabon, le Congo et tout le reste. Mais qu'à cela ne tienne, on doit faire attention parce que ces pays développent également des techniques agricoles, ce qui nous impose donc d'être up-to-date. À quel niveau, à quel moment, Évariste Kana, est-ce que vous avez compris que l'agriculture pouvait devenir une véritable entreprise créatrice d'emplois, créatrice de richesses? Disons que ça remonte bien évidemment depuis le passé, parce que dans le même village où je suis né, il y a ce qu'on appelle la CTE. À l'époque, c'était la CTE. Aujourd'hui, à l'époque, c'était la CDC, Cameroon Development Corporation. Oui. Aujourd'hui, c'est la CTE, Cameroon Tea Estate. C'est une plantation de 5000 hectares de thé. Donc, j'ai travaillé dans cette entreprise-là, très jeune. Et donc, ça m'a directement permis de comprendre que l'entreprise agricole existe et ça fonctionne. Et c'est tout comme les autres entreprises. Parce que, je me rappelle, j'étais employé numéro 5300 dans cette entreprise-là. Donc, du coup, je savais que c'était déjà une grosse industrie. Et donc, la visée était de grandir et de créer quelque chose de pareil ou davantage grand si c'était possible. Donc vous avez été inspiré par la CDC. Par la CDC. Bien évidemment, qui malheureusement à cause de la crise anglophone a connu de nombreux échecs et est donc sous perfusion, disons-le ainsi.
tous ceux qui pratiquent l'agriculture ne sont pas ingénieurs agronomes, bien évidemment, et donc il y a un problème d'expertise qui se pose. Disons-le ainsi, choisissons 3 conseils les plus importants que vous donneriez à un citoyen qui souhaite s'investir dans l'agriculture. Pour un citoyen qui souhaite s'investir dans l'agriculture, il faut déjà dire que l'essentiel des agriculteurs du pays, ce ne sont pas des agronomes. Les agronomes sont restés focus sur le conseil, l'expertise et tout le reste. Donc, on va donner ces conseils-là, mais au niveau des promoteurs de projets agricoles. C'est d'abord choisir la culture par rapport à un environnement donné. Donc il ne faudrait pas voir une culture ailleurs et venir vouloir imposer l'affaire dans un environnement qui n'est pas correct. Donc le choix du site est prioritaire par rapport à ça. Et une fois que vous avez le site, il faut donc choisir la variété qui s'adapte par rapport à ça. Parce qu'il faut dire ici que plusieurs communications sont passées. On a dit telle culture ne pousse pas, telle culture ne pousse pas. Mais justement, il fallait dire telle variété de culture ne pousse pas dans telle zone. Donc aujourd'hui, on réussit à faire pousser par exemple des fraises et plein d'autres trucs qu'on disait jusqu'à hier que ça ne poussait pas dans notre pays. Et justement parce que les variétés n'ont pas été ciblées par rapport à ça. Et troisième conseil, il faut bien ficeler le projet. C'est-à-dire il faut faire un montage de projet correct. C'est pour ça que les cabinets comme nous existent aujourd'hui. On en parlera. Alors faut-il, pour celui qui souhaite particulièrement investir dans le secteur agricole, c'est-à-dire pour en faire un business, puisque, il faut le dire, la majorité des Camerounais aujourd'hui produisent pour consommer, pour consommation directe, même si il y a du business, c'est à moindre échelle. Aujourd'hui, par où je commence si je veux faire du vrai business dans l'agronomie? S'il s'agit d'un business agricole, parce que là, il faut choisir des cultures rentables. C'est le premier indicateur de performance. Donc, il ne faut pas choisir la culture par rapport aux besoins sur le marché, mais par rapport à la rentabilité que cette culture la donne. Alors, cas pratique, le maïs est-il rentable? pratique, on va rapidement revenir à une culture comme la papaye ou l'ananas. Bien sûr, la papaye, absolument, elle est rentable. Elle est nettement rentable. Parce qu'on récolte toutes les semaines. Chaque semaine? Chaque semaine, donc. D'accord. Si vous avez une plantation de 2500 pieds, équivalent d'un hectare, c'est-à-dire que vous avez approximativement 2500 fruits toutes les semaines, parce que chaque plante bien faite, elle aura un fruit. Donc il faut choisir la culture par rapport à la rentabilité, mais ensuite il faut aujourd'hui voir des cultures qu'on peut transformer. Parce que c'est ça aussi, nous cultivons mais on ne va pas à l'échelle parce qu'il y a des pertes post-récolte, on estime à plus de 30%. Donc si tu choisis une culture périssable, mais qu'on peut transformer, ça devient davantage intéressant. Et puis, troisième chose, il faut cesser de budgétiser son projet. L'essentiel des agriculteurs ne savent pas ce que ça veut dire un business model ou un business plan, ainsi de suite. Attends, je ne vous ai pas très bien compris. Si vous ne faites pas ce qu'on appelle plus littéralement un compte d'exploitation prévisionnel, vous ne saurez pas si les investissements sont inférieurs ou supérieurs à la rentabilité. Et donc, il faut pouvoir mettre en place un calendrier agricole qui indique les différentes phases de projet, les différents coûts d'entrée et les coûts de sortie. Et c'est ça qui vous permet de décider par rapport à la culture. Alors, lorsqu'on parle agriculture, business, la jeunesse aujourd'hui voit tout de suite des centaines de millions de francs CFA, pour ne pas dire le milliard, et du coup certains sont découragés. Faut-il donc nécessairement avoir des milliards, des centaines de millions pour lancer un business agricole? Je pense qu'il y a 2 dimensions. Lesquelles? La première dimension, c'est celle de commencer petit et grandir. Et c'est celle qu'on recommande à tout le monde. Mais il faut dire que pour cette dimension-là, vous n'avez besoin de rien pour vous lancer en agriculture. Parce que si tout de suite là, on ne manque pas de terre. Il faut dire que le Cameroun, la région de l'Est, c'est 1 million d'hectares. Donc on ne manque pas de terre. Peu importe l'environnement dans lequel vous avez au moins de la terre. Maintenant, vous n'avez pas de moyens, vous devez commencer. C'est-à-dire que vous constituez vous-même la main-d'œuvre. Eh bien, je ne vois pas comment, en appelant votre maman au village pour dire ok, je veux 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos de maïs parce que je veux commencer le business agricole, elle va refuser. Autant dit, quand vous allez donc prendre cette petite quantité-là, la multiplication elle est très rapide. D'une graine de maïs, on part à 1000 graines. Donc d'un kilo, on part à 1000 kilos, ainsi de suite. Donc ça dit donc qu'on peut réellement commencer sans rien. Mais sauf que c'est des business models relativement qui ne montent pas rapidement à l'échelle. Tu as investi zéro, donc la rentabilité elle va exister, être croissante, mais elle ne sera jamais au pic. Et donc le deuxième niveau, c'est l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre avec des gros moyens pour pouvoir créer en même temps la capacité de produire, la capacité de transformer, la capacité d'exporter. Et c'est là où vraiment on va à l'échelle et c'est des industries qu'on attend actuellement. Le Cameroun en a besoin. Alors vous dites aux jeunes,
dès que vous avez pu obtenir une parcelle de 2000, 5000 hectares, constituez vous-même la main-d'œuvre, allez défricher, demandez à la maman ou à la tante de vous envoyer 15 kilos et vous y allez progressivement. Pour vous, c'est le même. Alors, on passe donc à la deuxième échelle que vous avez évoquée tout à l'heure, la phase industrielle qui impose d'énormes moyens. Aujourd'hui, en quoi est-ce qu'il est important, c'est vrai que vous l'avez entamé tout à l'heure, en quoi est-ce qu'il est important de réaliser une étude technique et économique avant d'investir des millions, des milliards dans un projet agricole? Il faut déjà le dire parce que les premières définitions qu'on a données à l'agriculture, c'était des définitions basiques qui permettaient à tout le monde de savoir, même sans aller à l'école, on peut le faire. Mais sauf qu'il faut comprendre, un ingénieur agronome se forme en 5 ans. En 5 ans, qu'est-ce qu'on apprend à ce type pour qu'il devienne ingénieur? Donc, s'il se met sur le marché, quel est son rôle? C'est le dimensionnement, c'est la conception des projets. Et donc, un projet dit aussi grand devrait pouvoir recruter ce type-là pour pouvoir structurer et ficeler le projet. Et d'ailleurs, on va dire, tu ne peux pas conduire une voiture sans tableau de bord. Un projet, c'est exactement ça. Si tu ne sais pas le type de sol que tu as, si tu ne sais pas le climat que tu as, si tu ne maîtrises pas les caractéristiques de la variété que tu souhaites cultiver, c'est sûr qu'à tout moment, tu peux perdre le projet tout simplement. Donc ficeler un projet me semble très pertinent le jour où on atteint certaines échelles. Le problème au Cameroun peut être qu'on a encore quelques défaillances, notamment au niveau d'analyse du sol. Oui, puisqu'il faut connaître les caractéristiques du sol pour définir les fertilisants, pour prévoir sur les maladies qui arrivent. Mais ces laboratoires-là, c'est un peu politisé, mais ensuite ça n'existe presque pas. Vous m'avez presque coupé l'herbe sous le pied. J'avais envie de vous demander, est-ce que l'environnement actuel, l'environnement politique, économique est véritablement favorable à l'expansion de l'agriculture? Il faut dire que pour le moment, l'environnement est incompris. Parce qu'il faut étudier d'abord cet environnement-là pour mieux se positionner. Et je dirais donc que nous, on s'en sort. Il y a des gars aussi qui s'en sortent. D'autres ne s'en sortent pas justement parce qu'ils ne comprennent pas certains enjeux. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. L'État a mis par exemple en place un mécanisme d'exonération fiscale au niveau d'importation du matériel agricole. Que moins de 5% de promoteurs de projets utilisent cette piste-là. Nous, on le fait parce qu'on sait. Et donc, pour moi, il faut dire que l'environnement s'est créé, mais ne s'est pas facilement exécuté. Maintenant, ceux qui sont à l'afflux de l'information savent piquer l'information pour justifier devant les autorités douanières et fiscales et tout ça là, pour pouvoir faire traverser les marchandises facilement. Et sur le terrain, ça marche? Ça marche de temps en temps. Il ne faut pas dire que ça marche... mais à 100%, je dois dire que ça marche, mais pas à 100% comme ils ont prévu. Il y a quelques petits trucs à faire, mais ça marche. Et ça c'est l'environnement macro. Maintenant, l'environnement micro est un peu compliqué, il faut le dire, parce que la main-d'œuvre, elle est devenue compliquée. Les jeunes ne veulent plus vraiment travailler. C'est pour ça qu'on est vraiment en train de vouloir peiner avec la mécanisation agricole. C'est-à-dire pouvoir utiliser des débroussailleuses, tronçonneuses pour commencer à créer l'environnement favorable. Les jeunes ne veulent plus utiliser la houe et la machette, et c'est normal. On est à cette époque-là aussi. Et donc vous avez aujourd'hui, puisque nous sommes dans une plantation d'expérimentation pépinière que vous coordonnez, vous avez du mal à trouver la main-d'œuvre sur place? On a une très grosse complication, surtout que la main-d'œuvre n'est plus stable. Chaque fois que tu finis de former un bon ingénieur praticien de la culture de papaye, son salaire monte, il part au Canada. Donc, du coup, et l'autre jeune, que tu payes 100 000 ou 150 000, dès qu'il trouve 160 000, il part aussi ailleurs. Donc, on a cette complication-là. Et puis, pour suivre un champ de papaye, ça dit que ça passe par une formation. Donc, au-delà d'être ingénieur ou technicien, on le recycle encore ici. Mais après, il trouve une autre opportunité et il s'en va. Et c'est une main-d'œuvre perdue. Après plusieurs investissements. Vous êtes non seulement agriculteur, mais aussi accompagnateur. Vous êtes le promoteur du cabinet international de prestation des services agricoles, Cipresa Consulting. Sal, en quoi consiste votre mission? Notre cabinet, Cipresa Consulting Sal, sans publicité bien sûr. Notre cabinet aura pour mission d'accompagner principalement les agriculteurs. Parce qu'au-delà, nous avons déjà une coopérative, Socapra, qui exerce dans la production agricole. Donc nos investissements liés à la production de la papaye, production de bananier plantain, production d'avocat, est sous la bannière de Socapra. Maintenant, le cabinet s'est mis en place justement pour accompagner le maximum d'agriculteurs à atteindre les mêmes chiffres de rendement que nous atteignons aujourd'hui dans nos propres plantations de Socapra. Alors, je dispose de 5-10 hectares, je ne suis pas ingénieur agronome. Jusqu'où est-ce que vous pouvez m'accompagner?
Il faut dire que nous avons un process d'accompagnement presque complet. Nous Lequel? avons créé une zone dans la région du Centre, dans le département d'Union et Fumu, qu'on appelle un petit agropole en Koundou. C'est-à-dire que, puisque nous avons la capacité de produire des semences, une fois arrivé dans cette zone-là, on a travaillé avec des autorités traditionnelles pour qu'ils mettent régulièrement à notre disposition des terres qu'on va vendre aux différents agriculteurs. Donc, autrement dit, nous avons la capacité de fournir à l'agriculteur lambda, on va dire peu importe l'échelle, les terres, les semences et tout le process. Donc le cabinet sait vraiment le faire. Et puis on soumet à ça un contrat tout simplement. Quel type de contrat? Le contrat, c'est jusqu'à la rentabilisation. Ça veut Donc, dire que vous nous fournissez, on fait d'abord un business model du projet. de la conception à la production. De la conception à la rentabilisation. D'accord. Dès la production, on n'est pas encore à la rentabilisation. Ok. Tu récoltes, tu vends, mais ça ne suffit pas encore pour gérer les charges journalières ou bien mensuelles ou annuelles. Ah, donc vous êtes disposé à m'accompagner jusque-là. Jusqu'à la rentabilisation, jusqu'à ce que votre projet s'autofinance. Vous alliez donc pratique à la théorie. Vous êtes donc, vous l'avez dit il y a un instant, le président du conseil d'administration de la Société camerounaise de production agricole. C'est la SOCAPRA. Quels sont vos cultures phares? Nous avons 3 cultures phares. Lesquelles? D'abord la papaye, ensuite le bananier plantain et notre culture mère, c'est la culture d'avocatier. C'est vrai que nous entamions prochainement la culture de mangue Kent pour l'exportation et la transformation. Exportation, transformation nécessite quand même une technologie, une mise à jour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des méthodes modernes que vous utilisez pour améliorer la productivité, la rentabilité? Disons qu'au niveau du cabinet, on a 2 process qui arrivent à nous booster au même niveau international que les autres entreprises. Lesquelles? On a d'abord la méthode du greffage. Au niveau de la pépinière, nous ne plantons plus des plantes ordinaires dites sélectionnées comme hier. Parce que, étant certifié au niveau du MINADER pour l'activité sémencière, on a dû s'arrêter aux normes internationaux. Et donc, on fait du greffage. Et puis, avec le changement climatique depuis 2020, aujourd'hui, on est très foncé dans le système d'irrigation. On ne fait plus réellement aucun champ sans système d'irrigation. Et avec cette technologie-là, on passe au triple du rendement. Au triple du rendement. C'est bon à savoir. En dehors de l'agriculture, est-ce que vous avez d'autres domaines, d'autres secteurs dans lesquels vous excellez? Il faut dire que jusqu'ici, on va dire non. Parce que l'agriculture a trop de défis à combler. Seulement notre service logistique agricole est immense ici. Parce qu'au regard de la quantité de pépinières que nous produisons, il faut livrer. Et nous avons des complications avec des chauffeurs ordinaires parce qu'ils ne comprennent pas que chaque 200 km, il faut s'arrêter et arroser les plantes. Donc, on a dû mettre en place un service logistique, petites, moyennes et grandes voitures pour les livraisons. Sur ce domaine-là, on n'arrive pas à satisfaire. Donc on ne peut pas explorer d'autres domaines d'activité. Si vous n'avez pas rempli votre cahier de charge. De base. Alors prenons l'exemple de la papaye. Vous produisez combien de plants à peu près par an? Au niveau de la papaye, on fait pratiquement 100 hectares, donc 250 000 plantes par an. D'accord. Ça, c'est pour la production ou pour la vente? Pour la vente, les plantes. Notre superficie ici, c'est 3 hectares de papaye, donc 7500 pieds. Et au niveau de la pépinière, nous multiplions donc ces semences-là pour mettre à la disposition des agriculteurs. L'année dernière, c'est-à-dire l'année en cours 2026, on est à 100 hectares déjà livrés aux différents clients situés dans plusieurs coins. Mais il faut aussi dire que notre technologie nous permet aussi de produire des graines. C'est-à-dire que les agriculteurs qui sont très loin, dans d'autres pays ou bien très loin de nous, on les livre des graines pré-germées. Et puis ils mettent directement un pépinier, ils avancent aussi. Banane plantain? Banane plantain, c'est notre fief, c'est notre culture principale. Nous avions lancé, ça fait 4 ans, ce que nous avions appelé programme de distribution des semences de banane plantain. Quand j'arrive sur le marché, la plante coûtait 300 francs, nous avons ramené à 150. Donc aujourd'hui, on a franchi 1 million de plantes de banane plantain pour la campagne de 2026. C'est l'équivalent de 500 hectares. Waouh! Et en matière d'avocatier? L'avocatier, c'est là où nous avons commencé et c'est là où on compte faire chemin aussi. Donc actuellement, pour la campagne qui est en cours, parce qu'on a une deuxième campagne qui arrive, mais celle qui est déjà passée, on a été sur 120 000 plantes livrées. Alors dites aux Camerounais, ça rapporte à peu près combien d'investir dans 1 hectare d'avocatier? Pour investir sur 1 hectare d'avocatier, il y a 3 phases. La première, c'est l'achat du site, 500 000 en moyenne. La deuxième, c'est la mise en place du projet, 500 000. La troisième, c'est le suivi jusqu'à la production, 500 000 également. D'accord. Donc, approximativement, vous avez besoin de 1,5 million pour 1 hectare d'avocat. Oui, et ça rapporte combien? Il faut peut-être dire, l'irrigation, qui est le module que nous venons d'introduire, coûte un peu plus cher. C'est 1,5 million pour le même hectare. D'accord. On va ramener donc tout ça à 3 millions.
jusqu'à la production. Et puis on est sur le minimum de 3 millions par an pour un hectare. Minimum 3 millions par an, durée de vie du... 30 ans, 35 ans. Vous investissez 3 millions, Ouais. vous gagnez à peu près 3 millions par an Pendant 30 dans ans. les 3-4 ans qui suivent, D'accord. pendant 30 ans. Exactement. Alors, je ne suis pas très bon en mathématiques, ça me ferait sur 10 ans 30 millions, sur Absolument. 30 ans 90 millions, Exactement. par là. Mais il faut dire, les gens ne veulent pas parce que les gens n'ont plus le temps d'attendre 3 ans. Les gens veulent des choses que tu vas mettre Tout de 45 suite. jours après, tu as le cash. Mhm. Donc les gens ne sont pas prêts à attendre. Par contre, les gens qui attendent sont nettement intéressants. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, vous pouvez investir 3 millions de francs CFA sur 1 hectare d'avocatier et vous avez entre 80, 90, 100 millions sur 30 ans. Vous l'avez bien compris, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Vous êtes sur Naya TV avec notre invité Évariste Kana. À tout de suite. Vous regardez Sans Tabou sur Naya TV avec notre invité. Nous sommes sur le terrain puisque nous sommes descendus dans une plantation pour voir quelles sont les opportunités en matière d'agronomie. Notre invité, c'est Évariste Kana. Il est ingénieur agronome, consultant, expert et surtout formateur. Évariste, est-ce que vous pensez que l'avenir de l'agriculture africaine passera davantage par des producteurs réunis, regroupés au sein des coopératives ou alors des exploitations de manière particulière, isolées? Il faut dire que ce sera impossible que ça passe par des plantations isolées. Parce que, Pourtant, il y a des particuliers au Cameroun qui ont des 200, 500 000 hectares et ça marche. il faut dire que jusque-là, c'est, enfin, entre parenthèses, ils appellent ça la débrouillardise encore. Parce qu'à court immédiat, Socapalm, qui est le champion national, c'est 40 000 hectares. Et nous importons 60% de gel, malgré qu'ils produisent l'huile. Sochicam, c'est 25 000 hectares. Ils produisent 10% du sucre camerounais. Ça veut dire qu'un acteur... La demande est énorme. Elle est très énorme. Actuellement, le Cameroun importe plus de 1500 milliards de nourriture par an. C'est-à-dire que si tu te mets là seul, 1%, ça fait 150 milliards. Ce n'est pas possible de faire ce type de CA étant seul. Donc, c'est sûr que ça passera par les coopératives agricoles. Et l'État même force à ce que tout le monde, ou bien tous les acteurs deviennent des coopérateurs. Et tout le process de l'accompagnement que les institutions publiques font, c'est par rapport aux coopératives et non par rapport aux personnes. Donc même ces personnes-là sont sous la bannière d'une coopérative. Et ce sera des vraies coopératives le jour où 10-15 acteurs pareils se mettent ensemble pour finalement créer au-delà de 1000 hectares. Maintenant on est sur 10 000 hectares et ça devient intéressant. Parce que nous qui visons les cultures d'exportation, l'acheteur, il te demande, je veux 10 tonnes de papaye tous les mardis. En tant que seul, ben, c'est très impossible. Et puis il veut ça toute la vie parce que sa population, son hôtel... Et tout La consommation, elle est élevée. elle est continue. Et continue. Oui, Oui. donc tu ne vas pas nous dire que oh, c'était la saison sèche, on ne va plus produire, attends l'autre mois. Non, ce n'est pas possible. Donc il faudrait qu'on se mette en coopérative, tout le monde, et puis on sollicite des expertises qui permettent de structurer des projets pour avancer. Et quels sont les rêves de votre cabinet, de votre société? Nous entamons une nouvelle phase de notre projet Socapra. Nous avions fait 10 hectares d'avocats, on est arrivé au succès, on est à la production, après 4 ans. Et la prochaine phase, ce sera sur 100 hectares d'avocats. Et puis, on va chercher à davantage concilier, comme je l'ai dit, d'autres agriculteurs dans la même zone pour qu'on passe à l'échelle et puis qu'on ait la capacité de créer dans la même zone d'Nkundu une usine de transformation de l'avocat en huile d'avocat et voilà, pâte de cosmétiques pour les femmes. La dernière dorsale de ce programme Sans Tabou, in situ sur le terrain en plantation, puisque nous parlons agriculture, vous êtes aujourd'hui porteur d'un projet, la Journée nationale de l'arbre. Et j'ai tout de suite envie de vous demander quel est le rapport entre l'agriculture et l'arbre? Il faut dire que l'agriculture, c'est d'abord l'arbre. L'arbre constitue l'essence même de tous les processus cycliques. C'est l'arbre qui absorbe, on va dire, le gaz carbonique que nous rejetons et puis nous produit de l'oxygène pour vivre. C'est l'arbre qui restructure le sol et tout le reste. Et nous, on est spécialiste local en production des arbres fruitiers. Et donc du coup, on peut se positionner sur l'arbre pour faire référence à l'agriculture. Cette journée-là ne sera pas seulement autour de l'arbre, parce que qui dit arbre parle de fertilisation, on fertilise avec les trucs d'élevage. Qui dit arbre, il dit achat.
on finance un projet d'arbres. Donc on va également travailler sur des financements agricoles et bien évidemment le système d'irrigation pour le changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Puisque pour faire l'agriculture, il faut a priori abattre les arbres. Et vous dites sur le plan environnemental, abattons les arbres et plantons d'autres arbres, cette fois-ci rentables, productifs? Absolument, c'est la formule que nous avions traitée même avec Sodecao. Il faut dire que les arbres tels qu'ils sont dans la nature, on en profite de l'oxygène, c'est déjà très bien. Mais nous disons que puisqu'on ne récolte pas ces arbres-là pour manger, pour se nourrir, c'est pas intéressant. Autant abattre ces arbres-là et mettre davantage des arbres intéressants. Le projet que nous avions discuté avec Sodecao, ça a été que de laisser des champs de cacao sous des arbres qui ne portent pas, autant chercher un arbre qui correspond aux mêmes caractéristiques et les planter. Et là, nous avions sélectionné pour la campagne précédente le safoutier, c'est-à-dire les prunes. Donc, on a eu quelques contrats avec des agriculteurs de cacao qui ont finalement décidé d'abattre les arbres et puis de mettre des safoutiers. Ça permet en même temps qu'ils récoltent le cacao, il récolte le safoutier, mais il a le même ombrage. Il préserve l'environnement aussi. Et donc vous organisez le 3 octobre prochain, il faut le dire, c'est l'un des éléments qui a motivé que Naya TV vienne vers vous pour davantage comprendre. Vous organisez donc le 3 octobre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé la première journée nationale de l'arbre. Quels sont les objectifs de cette rencontre? L'objectif principal de la rencontre, c'est mettre en relation les financiers de projets agricoles aux agriculteurs. Parce que nous avions remarqué une chose, les banques refusent de financer les agriculteurs. Pourtant, les banques nous financent nous. Cypressa ou Socapra, parce que nous avons un modèle qui fonctionne. Maintenant, l'idée c'est d'expliquer aux agriculteurs, par la bouche des banquiers, comment on structure un projet pour le rendre bancable. Et de l'autre côté, créer une synergie avec des gars de l'élevage. Parce qu'on ne peut pas faire un projet d'agriculture sans associer à l'élevage. Donc, c'est carrément une masterclass où on a fait plusieurs panels où des experts de l'élevage, de l'agriculture, des financements agricoles et d'irrigation viendront pour mettre ensemble l'énergie positive pour réussir un projet agricole. Alors, quel est le crédit que moi, financier ou agriculteur, j'accorde à un tel projet qui l'accompagne? Est-ce que vous avez l'onction des autorités compétentes, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement? Il faut dire que nous avons sollicité cette onction, malheureusement est à prendre, mais nous avions discuté en privé avec quelques autorités administratives et puis ce qu'ils nous ont dit c'est que pour la première édition, ils préfèrent rester en bas et observer et puis pour les autres éditions, ils seront là. Mais par contre, progressivement, on a des acteurs assez intéressants qui nous confirment la capacité de nous soutenir. Parce que, il faut dire, nous gérons les projets de certains grands et passant par là, forcément, ils nous accordent beaucoup de crédits et cet événement devra être un succès. Déjà que nous servons plus de 500 agriculteurs par an. Donc, à nous, nos agriculteurs, on peut déjà réaliser quelque chose. Et puis, l'idée, c'est que nos agriculteurs deviennent bancables. Parce que si aujourd'hui, je livre 10 hectares d'avocatier à un client, pour qu'il passe à 100 hectares, il faut le financement. Il faudrait donc que le banquier lui dise exactement ce qu'il a besoin pour le financer, qu'il doit structurer son projet, il doit faire une comptabilité, et ainsi de suite. Parce que quand nous on le dit, ils ont l'impression que nous on veut vendre les plantes. Or, si le banquier lui dit, je ne t'ai pas financé parce que, il peut améliorer ce point-là, et il passe à 100 hectares et il m'achète donc les plantes pour 100 hectares. Alors, vous êtes jeune. Vous êtes responsable d'entreprise, coopérative, société, vous êtes présent sur le terrain et dans nos recherches sur vous, on s'est rendu compte que vous êtes beaucoup présent en Côte d'Ivoire, notamment. Absolument. Qu'est-ce que vous y allez faire? Il faut dire que le cabinet Cypressa est autant formalisé au Cameroun, autant formalisé en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est désormais le moteur économique d'Afrique de l'Ouest. Et nous avions plus de gros projets en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Donc on est au Cameroun parce qu'on a l'énergie patriotique qui dit que bon, si vous faites des grandes choses ailleurs, il faut copier le même modèle chez vous. Nous avons une plantation de 2000 hectares de palmiers que nous sommes en train d'exécuter le processus en Côte d'Ivoire. Et puis des commandes qui viennent quand même sont gros. Ça attire le fait qu'il faut partir. Oui, mais je dois dire que au Cameroun, ça veut commencer. Mais je ne sais pas encore ce qui freine des gros investisseurs à pouvoir s'y mettre davantage. Peut-être parce que le climat actuel est qu'il faut être méfiant et tout ça là. Mais nous avions quand même fait assez de preuves ailleurs.
Avant-dernière question, quel conseil est-ce que vous donneriez aux jeunes, aux Camerounais, aux Africains qui veulent entreprendre, qui veulent réussir dans les affaires, surtout en agriculture? Il faut dire que pour moi, la constance est très pertinente. La constance ici, c'est de commencer, malgré les complications, continuer. Nous avions eu beaucoup de problèmes avec certaines de nos semences parce que des fois, lorsque les études ne sont pas très bien faites, 3 ans après, tu te rends compte que c'est l'échec brutal, il faut trouver un accord. Mais quand on voit que vous continuez à réfléchir comment on peut progresser dans ce truc, le promoteur vous fait confiance et puis on avance dans la réflexion. Donc, pour moi, il faut être constant. Et puis, deuxième chose, il faut être honnête. On travaille là sur un projet d'ingénierie. Nous avons au niveau de la pépinière, par exemple, 16 variétés d'avocats. Et aucun agriculteur ne peut différencier une variété par rapport à l'autre au niveau de la pépinière. Donc c'est notre honnêteté professionnelle qui devrait nous permettre de savoir que comme il part en Tui, comme il part dans telle zone-là, alors il faut lui livrer telle variété. Parce que les agriculteurs ne sont pas allés à l'école. Donc plus dont vous êtes honnête, plus vous avez des recommandations venant effectivement de ces agriculteurs-là. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut chercher à être bancable. C'est très important. Être bancable. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est aussi une étape importante, même si l'expertise est importante. Cette question concerne particulièrement votre épouse. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Comment est-ce que dans tout cet environnement des affaires et tout, vous réussissez à concilier affaires, vie familiale, amour? Il faut dire que c'est très difficile. Je dirais même exagérément, je ne sais pas quel mot il faut l'adapter. Mais je pense que le plus important, c'est au niveau du choix de l'épouse. Parce que moi, je recommande de faire quand même des fiançailles assez longues. Parce que lorsque vous êtes dans les fiançailles, vous avez la capacité d'enseigner à votre épouse ce que vous faites. Et si elle n'a pas compris, vous ne vous mariez pas. Maintenant, si elle a compris que, ok, tel gars-là, il fait tel truc, il travaille dans 2, 3, 4, 5 pays, donc à tout moment, il peut voyager pour une mission, pour faire 1, 2, 3 mois. Si elle a compris ça, et qu'elle s'intéresse davantage même à l'activité, c'est-à-dire, après, elle a une prière positive pour que ça fonctionne, je crois que ça devrait surtout aller. Mais si c'est diamétralement opposé, elle ne comprend pas ce que vous faites, et puis elle n'est pas intéressée aussi à ce que vous faites, ce sera compliqué. Mais bien choisi, pour moi, ça devrait pouvoir arriver au succès. Mon épouse, par exemple, elle intervient directement dans certains processus du cabinet. Oui. N'étant pas experte, elle a été aussi formée pour accompagner au moins un service que Cypressa fait aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que Évariste aujourd'hui est un homme financièrement riche, stable? Il faut dire que financièrement, non. Mais assez riche parce qu'on a assez de crédit. Peut-être que ce n'est pas le mot, mais j'allais dire, on a un climat de confiance autour de tous les différents partenaires. Donc, parce qu'on intervient dans la structuration des projets, c'est-à-dire qu'on est au cœur même du métier des riches. Et donc, à tout moment, si tu as un problème de 5 millions, ok, tu peux appeler un gars à qui tu as accompagné un gros projet, dire, bon, voilà, je suis coincé, il me faut tel truc pour faire tel truc, et ça devrait marcher. Et je pense que c'est ça, à mon niveau, la richesse, c'est pas le cash liquide en banque, mais c'est la capacité de savoir que par an, on fait gagner un peu d'argent, au moins, j'allais dire 5 000, 10 000 agriculteurs à travers nos meilleures semences et autres. Nous sommes venus tranquillement, gratuitement vers vous. Vous promettez quand même que vous reviendrez vers nous pour solliciter cet accompagnement en communication? On va dire, bien évidemment, nous qui comprenons que la communication est importante, forcément on va vous solliciter pour la suite. C'est sûr que ce sera pas très lointain. Malgré les complications qui peuvent être financières, parce que nous, qui sommes ingénieurs et faisons dans les affaires, on a un regard surtout de matières premières. C'est-à-dire, qu'est-ce qui entre dans tout mon circuit de production? On budgétise d'abord ça avant de budgétiser autre chose. Et communiquer aussi, ça vaut le coup. On va apprendre à le faire. Évariste Kana, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, consultant, expert donc, et vous accompagnez les entreprises et les institutions dans le domaine agricole. Mesdames, Messieurs, vous comprenez qu'il y a de la matière, il y a du grain à moudre dans l'entrepreneuriat agricole et agronomique. Et l'un de ces jeunes vient donc de nous ouvrir ses portes pour que nous puissions conquérir. On n'a pas la prétention d'avoir parlé de 5-10% de ses capacités, mais nous y reviendrons, pourquoi pas en temps opportun, pour davantage apporter aux Camerounais cette expertise-là qui est importante pour pouvoir se lancer dans l'agriculture. Nous avons des terres arables par millions de kilomètres et ça vaut le coup de s'y lancer. Merci d'avoir regardé cette autre édition de Sans Tabou sur Naya TV. À très vite.
Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.